affaires juridiques à l'Association pour la santé publique du Québec. J'ai travaillé sur le rapport et la consultation que nous vous présentons aujourd'hui. Bonjour, donc Kim Briard-Charret, je suis à la direction des projets en substances psychoactives à l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, en fait, aujourd'hui, justement, on vous partage finalement les fruits d'un travail, d'un projet là, qui a pris fin l'an dernier, mais qui continue finalement de vivre là, justement à travers des espaces comme celui-ci. Donc, aujourd'hui, on va parcourir vraiment les différents éléments clés du projet. Et puis, en fait, à savoir que l'Association pour la santé publique du Québec est un organisme indépendant à but non lucratif. Donc, notre mandat est de mobiliser finalement les partenaires, les personnes citoyennes également pour faire de la santé durable une priorité. Alors, pour ce faire, on a également une équipe en substances psychoactives dans laquelle on a différents objectifs stratégiques. Et un des objectifs est de repositionner l'alcool comme une priorité de santé publique au Québec. Donc, pour ce faire, on travaille beaucoup à contrer la banalisation de l'alcool au Québec, entre autres, à revoir aussi toute la question des mesures politiques, financières dédiées à l'alcool, puisqu'actuellement, il y a beaucoup de possibilités de développement à ce niveau-là au Québec et de manque aussi là, qu'on aimerait pouvoir, sur lesquels on pourrait avoir des réformes importantes là, dans la province. Et on souhaite vraiment pouvoir sensibiliser la population, entre autres aux effets de la consommation, mais à l'influence du marketing, qui est un finalement des piliers sur lesquels Marianne a pu travailler, en plus de toute la notion de l'encadrement au niveau municipal. Pour la présentation aujourd'hui, on va tenter de faire ça de manière un peu interactive. Donc, j'inviterai tous les participants à prendre, qui le désirent, à prendre leur cellulaire et à scanner le code QR qui apparaît à l'écran ou à se diriger sur le site web présenté. Ça va donner accès aux questions d'interaction tout au long de la présentation. Notez que sur chaque question, les questions sont écrites en français suivies de l'anglais. Donc, chaque participant aura l'occasion de bien comprendre. Je laisse quelques secondes pour que les gens puissent se connecter. Donc, le code QR va réapparaître dans les autres questions si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller sur le lien à ce moment-ci. Donc, question de s'échauffer un peu l'esprit. Nous vous demandons, à votre avis, est-ce que le palier municipal est l'un des principaux acteurs en matière de promotion et création d'environnement? Donc, quel est le niveau qu'il devrait avoir ou quel niveau peut-il occuper? Donc, vous avez le 1. Là, on voit déjà, il y a plusieurs personnes qui commencent à répondre. Le 1, c'est pas du tout en accord avec la phrase. Et le 10, qui est totalement en accord. Donc, la moyenne tend déjà à se stabiliser vers un 7,2. Oh, on baisse un peu à 6. Donc, ce serait le palier municipal est un acteur, mais peut-être parmi d'autres. Je laisse quelques secondes. Donc, vraiment, c'est un peu ce qu'on va découvrir ensemble tout au long de cette présentation. C'est quel rôle peut jouer la municipalité en matière de saines habitudes de vie et plus particulièrement en matière de consommation et de vente d'alcool pour répondre à ces enjeux que peuvent soulever la consommation d'alcool. Pourquoi s'intéresser au milieu municipal du Québec en matière d'alcool? Bien, premièrement, il y avait de plus en plus de questions. Des acteurs municipaux se questionnaient davantage au niveau de quelles mesures mettre en place pour assurer des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Dans un contexte, pardon, dans un contexte où la consommation au Québec d'alcool est supérieure à la moyenne canadienne. Donc, on parle d'une moyenne de 80% des gens du Québec consomment de l'alcool contre une moyenne canadienne de 76%. Ce qui a pour impact, un impact économique sur les coûts de santé et sociaux
qui est estimé à près de 3 milliards de dollars par année. Pourtant, les municipalités peuvent jouer un rôle important et particulier en matière de santé, même si le sujet ou la compétence peut sembler éloignée des rôles qu'on attribue généralement aux municipalités. C'est d'ailleurs ce qu'a soulevé l'Organisation mondiale de la santé en disant qu'il était important de promouvoir l'élaboration de politiques municipales pour réduire l'usage qu'on considère nocif de l'alcool. On a le contexte juridique aussi, donc des fois, il y a eu des outils qui ont été faits ailleurs au Canada concernant les municipalités et les enjeux de l'alcool. Au Québec, il y en avait très peu, et c'est important de souligner que l'encadrement de la distribution de la substance varie entre les provinces, donc ce n'est pas le même cadre légal, mais aussi les compétences qui sont déléguées aux municipalités et en matière de santé varient grandement d'une province à l'autre. Donc, ça devenait d'autant plus pertinent de s'intéresser au portrait québécois. Je tiens quand même à souligner que la plupart des constats qui sont faits ou de la façon et des initiatives qui sont apportées tout au long de la présentation pourraient être applicables dans les autres encadrements canadiens, donc dans les autres provinces. On tient également à remercier l'Association canadienne de la santé publique, CPHA, qui a soutenu notre projet financièrement, donc qui nous a permis de présenter et de faire la consultation et de vous présenter les constats que nous avons aujourd'hui. Donc, l'objectif général de la consultation était vraiment d'avoir une meilleure connaissance des enjeux, des besoins et des initiatives qui existaient sur le terrain en matière d'alcool au niveau des municipalités. Que ce soit aussi, en fait, je vais le dire plus largement, des organisations municipales. Donc, on est vraiment allé de l'aspect plus régional, donc ce qu'on appelle du supralocal, jusqu'aux organisations plus municipalités et villes. Vraiment, l'objectif est de partager les connaissances, mais potentiellement aussi de créer des outils adaptés et pour finalement assurer des environnements et créer des environnements favorables et sécuritaires. Public cible, c'est vraiment assez large, donc administration municipale, les personnes élues, membres des professionnels de la santé et des organisations œuvrant en matière de substances psychoactives auprès de la population. Donc, vraiment, on veut des constats qui pourraient aider l'ensemble de ces publics. Comment nous avons procédé? C'est vraiment une consultation qui s'est tenue de juin au mois d'août 2023. Et nous avons procédé principalement par questionnaire. Un questionnaire de 20 questions en français qui ont été envoyées par envoi ciblé à 1261 organisations municipales, courriels et coordonnées que nous avons trouvés via les registres en ligne et publics du gouvernement du Québec. Lorsque je disais que nous nous sommes intéressés aussi aux organisations supralocales, on a ciblé 87 municipalités régionales de comté et 2 communautés métropolitaines. Donc, qui sont au Québec, les instances plus supralocales, comme je le disais, et de manière plus locale aux arrondissements et aux municipalités. Ce qui nous a amené à recevoir 135 réponses que nous avons analysées et anonymisées, et également duquel on a tenu 5 entrevues plus particulières afin d'approfondir certaines questions. Donc, qui a répondu? Ce sont plusieurs, comme je le disais, 135 organisations municipales qui finalement représentent très bien le Québec, en ce sens qu'il y a eu une représentation de 16 régions administratives du Québec sur 17 et 5 des 10 villes les plus populeuses ont également répondu au sondage. Toujours à l'image du Québec, ce sont principalement des municipalités ou des organisations en milieu rural et de moins de 10 000 habitants, ce qui n'était pas hors norme avec le portrait que nous avons au Québec là, dans l'ensemble.
On peut constituer les principales observations en 5 grands thèmes qui rejoignent de la compétence municipale en alcool et santé, des enjeux qui sont vécus ou les perceptions de problématiques vécues, quels sont les enjeux jugés prioritaires par les organisations, quelle est la réglementation qui est existante et les défis de son application, et quels sont les besoins des organisations. Donc, nous passons à notre première question, la question de dynamiser le tout, sur la compétence municipale. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore le code QR, c'est toujours le même que les précédents. Donc, quel type d'initiative peut légalement mettre en œuvre une municipalité? Donc, je vais partir là, la question. Vous ne l'avez peut-être pas encore sur vos appareils. Et voilà, c'est maintenant ouvert. Donc, donc, entre interdire les panneaux publicitaires, interdire la pub d'alcool dans les transports, interdire la pub sur les infrastructures municipales, il y a des distances minimales, toutes ces réponses. Donc, qu'est-ce qu'une municipalité a le droit de faire? Je vais laisser quelques secondes. Bon, oh, ça continue un peu de monter, mais déjà, là, la majorité se prononce. Donc, on voit, on a nommé toutes ces réponses. Il y a effectivement, ce sont vraiment toutes ces réponses. Donc, une municipalité pourrait aller de réglementer l'affichage extérieur sur son territoire jusqu'à interdire et gérer la densification, donc la densité des établissements et l'emplacement de ces établissements, et de faire même des politiques ou des politiques qui viendraient restreindre certains types de publicité. Donc, on va vous en donner quelques exemples au courant de la présentation. Donc, et c'est un peu ce qui a ressorti du rapport et des consultations, c'est que cette fameuse compétence en alcool et santé est un peu méconnue. Ça paraît un sujet très large que souvent on associe au pouvoir davantage provincial, ce qui n'est pas faux, mais il faut savoir que les municipalités, au Québec, les lois sur les compétences municipales, lois sur l'aménagement et l'urbanisme, et les lois sur les cités et villes, ont un pouvoir d'action pour planifier l'organisation de son territoire, assurer du zonage et de l'usage, mais également adopter des résolutions, des politiques, des règlements qui viennent toucher la santé, la sécurité, donc les nuisances, mais également le bien-être, veiller au bien-être de sa population. Donc, comme je l'ai dit, des politiques peuvent être adoptées et l'alcool et la santé touchant une panoplie de sujets étant assez transversale, il y a vraiment moyen de mettre en place des actions qui viendraient réduire les problématiques ou les méfaits liés à la consommation d'alcool et ultimement assurer une meilleure santé de la population. Donc, c'est 50% des organisations qui ont répondu qui ne se considéraient pas suffisamment outillées et informées, autant face aux défis de la consommation d'alcool, donc qu'est-ce que ça représente ou à quel endroit ils peuvent également agir. Ça a été particulièrement souligné par les plus petites localités. Donc, souvent, il a été mentionné, on a suffisamment de chapeaux et d'enjeux à régler. Donc, d'ajouter la santé, c'est au-delà de nos compétences ou au-delà de nos ressources. Également, l'adoption de politiques, euh, bien que c'est souvent un des moyens qui peut être le plus utilisé pour assurer certaines orientations et certaines actions, c'était peut-être pas encore suffisamment utilisé. Donc, c'était seulement le tiers des municipalités régionales de comté, donc les MRC, et le tiers des municipalités qui avaient adopté des politiques qui touchaient de près ou de loin à l'alcool.
lorsqu'elles en avaient en place, ça touchait majoritairement l'alcool en milieu de travail, donc qui concernait le travail des employés municipaux. Donc, la propre consommation et donc des règles de consommation en milieu de travail. Alors qu'on a remarqué qu'il y avait très peu d'organisations qui avaient adopté des politiques, que ce soit par exemple en matière de saines habitudes de vie ou alimentaires, qui venaient parler d'alcool. Également peu de politiques, par exemple en matière de sécurité routière, qui touchaient le volet de l'alcool, ou même par exemple des politiques de commandite ou d'événements mentionnant la consommation d'alcool. Il y en a quand même certaines initiatives qui sont dignes de mention. Et là, l'ensemble des initiatives sont davantage décrites là, dans nos rapports. Il y avait l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal. Donc, ce sont deux arrondissements de Montréal qui, eux, ont décidé, sans préciser l'alcool, sont venus restreindre l'affichage publicitaire extérieur sur les fameux panneaux lumineux, donc des billboards. Donc, pour des raisons environnementales là, et de nuisances visuelles. Donc, en restreignant et même en interdisant ce type d'affichage, et automatiquement, on venait réduire en quelque sorte l'exposition publicitaire, notamment à l'alcool. Il faut comprendre que l'exposition à la publicité est l'un des facteurs qui influence, un des facteurs les plus influents là, sur les habitudes de consommation d'alcool, particulièrement chez les publics plus jeunes. Un peu dans le même sens, la ville de New York, aux États-Unis, est venue restreindre la publicité de l'alcool dans ses transports en commun. Donc, est vraiment venue faire une politique et des résolutions, autant des conseils municipaux que des conseils des transports publics, pour empêcher cette publicité sur les infrastructures extérieures. Et c'était vraiment précisé concernant les publicités d'alcool. Il y a également des politiques, donc vraiment des plans d'action plus généraux qui sont intéressants à souligner. Par exemple, la ville de Sherbrooke avec sa politique en alcool et jeunesse. Donc, ils sont vraiment venus cibler des actions et des campagnes pour assurer une meilleure cohésion là, entre la consommation d'alcool, par exemple, sur les campus universitaires. Donc, c'est vraiment une stratégie municipale qui a été mise en place avec l'aide des acteurs du milieu. Enfin, la communauté métropolitaine de Montréal, bien que ça semble loin, dans sa politique d'habitation, est venue assurer certaines places en logement pour des personnes aux prises avec des dépendances aux substances, dont l'alcool. Donc, vraiment pour favoriser réduire les inégalités et assurer leur insertion sociale. Donc, c'est vraiment très divers. Donc, on peut vraiment être très créatif lorsqu'on pense à des politiques municipales et à des leviers d'action. Pour pouvoir répondre à ces fameux enjeux ou à adopter une bonne politique, ben, il faut savoir quels sont les enjeux, quelle est la perception, qu'est-ce que les villes vivent. Donc, en fait, ce sont plus de la moitié des organisations sondées qui ont mentionné vivre ou observer des problématiques en lien avec la vente ou la consommation d'alcool. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une très grande différence de perception de problème selon la situation géographique et sociodémographique des localités. Généralement, les plus petites localités ou celles qui avaient un niveau, un âge moyen, pardon, plus élevé, percevaient moins de problématiques au sein de leur territoire. À l'inverse, celles qui généralement accueillent davantage de tourisme ou proposent des infrastructures touristiques ou estivales, des festivals durant l'été ou offrant des milieux scolaires post-secondaires, généralement mentionnaient percevoir ou vivre davantage de problématiques. Donc, on voit dans le tableau un peu les principaux problèmes soulevés. On parle de conduite automobile avec facultés affaiblies par l'alcool, des désordres, violences ou enjeux liés aux événements, des troubles de consommation au sein de la population,
et des nuisances, par exemple, sur la voie publique ou les plans d'eau. Donc, les plans d'eau sont revenus également comme étant des lieux des fois plus propices à vivre des problématiques. Et également des enjeux de violence ou sécurité dans les transports collectifs. Celui-là, il y en avait un peu moins, c'est lui qui a été le moins marqué. Et c'est finalement le tiers qui mentionnait ne pas avoir vécu de problème. Donc, je tiens à préciser les diapositives en anglais que vous avez également les tableaux avec les données et les traductions. Ce qu'il y avait d'intéressant à observer, c'est que malgré que plus de la moitié des municipalités soulèvent avoir vu ou vécu des enjeux, des problématiques, ce ne sont pas nécessairement les problématiques les plus souvent observées qui sont jugées prioritaires. Donc vraiment, il y avait une distinction, à l'exception de la conduite avec les facultés affaiblies, qui est vraiment aussi revenue comme étant un enjeu prioritaire. Donc, il y avait plusieurs là, listes d'enjeux que les municipalités pouvaient cocher comme étant prioritaires, celles qui sont revenues le plus souvent, que nous avons conservées pour nos analyses, sont celles pour lesquelles le quart des municipalités ont soulevé. Donc, l'alcool au volant, consommation chez les jeunes et les étudiants, consommation dans les parcs, consommation sur la voie publique et les matières résiduelles sur le domaine public. On va brièvement aborder chacun de ces enjeux jugés prioritaires. Donc, la conduite avec les facultés affaiblies, donc enjeu jugé prioritaire, mais également l'un des enjeux les plus souvent observés par les répondants. Donc, c'est sans surprise que le tiers des organisations ont mentionné qu'ils avaient un intérêt vraiment marqué pour obtenir des outils de sensibilisation et connaître quels étaient leurs leviers d'action sur cet enjeu. Parce qu'on sait que la conduite avec facultés affaiblies, oui, ça impacte l'individu, mais ça vient impacter également le tissu social de la communauté, tout en pouvant aussi faire de la destruction de matériel ou d'infrastructures municipales. Mais également, ça peut soulever un sentiment d'insécurité auprès de la population, d'où l'intérêt des municipalités sur cet enjeu. Comme partenaire, même si souvent la conduite automobile est vue comme étant une compétence purement provinciale, avec les codes de sécurité routière notamment, les municipalités peuvent jouer un rôle de partenaire indispensable, notamment en matière de sensibilisation. C'est pour ces raisons, dans le fond, on tient à souligner là, des exemples d'initiatives qui ont été faites. Par exemple, la Ville de Québec qui a intégré un volet d'alcool au volant dans sa stratégie de sécurité routière. Donc, principalement, ce sont soit des politiques, des orientations ou des campagnes de sensibilisation. Et malheureusement, souvent, le volet alcool au volant ne fait pas partie de ces stratégies de sécurité routière. La Ville de Terrebonne a également fait une campagne en 2015 et tient toujours actuellement des ateliers de prévention en petits groupes vraiment auprès des citoyens et qui abordent notamment la question de la consommation de substances, dont l'alcool. Le service de police de Longueuil a, avec la collaboration des maires contre l'alcool au volant, donc MAD Canada, ont fait une campagne qu'ils ont appelée 911, qui est toujours en vigueur pour encourager les gens lorsqu'ils étaient témoins de situations dangereuses où ils supposaient que quelqu'un prenait le volant avec de l'alcool à alerter les services de police. Et finalement, une autre initiative, sans entrer dans des campagnes de sensibilisation telles qu'on les connaît, le programme Code-barre, qui est mené par la Société d'assurance automobile du Québec et des villes et des établissements participants, donc notamment des bars, c'est d'offrir des consommations gratuites, sans alcool gratuites aux conducteurs désignés. Donc, les groupes qui décident d'arriver identifient leur conducteur désigné pour la soirée et cette personne se verra identifiée d'une étampe ou d'un bracelet et pourra recevoir des consommations sans alcool. Donc, il y a vraiment divers moyens
pour assurer une meilleure sécurité routière et prévenir la consommation d'alcool au volant. Donc, lorsque je dis que c'était en collaboration avec la SAAQ, c'est vraiment un programme de soutien financier qui était accordé, d'accompagnement qui était accordé aux villes et aux établissements participants. Pour l'heure, il y a Gatineau, Laval, Montréal, Longueuil, Sherbrooke notamment, qui participent. Donc, consommation chez les jeunes et les étudiants. Donc, sans surprise, les milieux qui ont des établissements postsecondaires, des écoles qui sont plus sensibles à cet enjeu et à ces sujets. C'est pourtant un enjeu aussi qui est très transversal. Donc, c'est plus difficile d'identifier une action ou un milieu, puisque, bon, la jeunesse peut se promener, faire affaire avec plusieurs éléments ou services municipaux. Et c'est aussi, donc souvent, là, quand on parle d'enjeux, ça va être du désordre public, du bruit, des fêtes, donc les déchets qui peuvent être laissés dans les parcs, par exemple. C'est toutefois aussi l'enjeu de trouver le fameux équilibre entre le fait que cette jeunesse apporte souvent un apport économique et une vitalité dans les milieux, les communautés où ils sont, tout en voulant respecter ceux qui ne vivent pas au même rythme. Donc, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre les deux et des fois des politiques ou des moyens d'action pour assurer une consommation, des fois qu'on va dire à moindre risque, peuvent être identifiés dans des politiques. Donc, je pense encore une fois à la stratégie de la ville de Sherbrooke qui a fait des comités intersectoriels, notamment avec les organismes communautaires du milieu, la ville, mais également l'université. Et c'est vraiment important de le mentionner, les associations étudiantes. Donc, c'est vraiment des actions prises de concert entre tous les acteurs. Autre question, je demande votre opinion sur un sujet qui fait souvent les médias, qui en a fait souvent depuis la pandémie notamment. Donc, ce grand sujet de discussion, la consommation dans les parcs. J'ouvre la question. Donc, la question, est-ce que vous connaissez ou quelles sont les règles dans votre localité où vous êtes concernant la consommation dans les parcs? Donc déjà, c'est déjà intéressant de voir là, la diversité un peu de réglementation. Je vais laisser quelques secondes. Donc on voit là principalement, il y en a plusieurs qui mentionnent que ce n'est pas permis, d'autres soit qui ne savent pas, ou oui, dans des lieux précis, identifiés, que c'est permis avec un repas. Donc on voit vraiment là, les modèles d'encadrement varient énormément d'une place à une autre, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces canadiennes. Et c'est exactement le portrait que nous avons eu lors de nos consultations. Et là, je serais curieuse également, là, pour passer à la prochaine question. Est-ce que dans les dernières mois ou années, cette réglementation a fait l'objet de débats ou est-ce qu'il y a eu des changements? Par exemple, on peut penser depuis la pandémie. Donc, encore une fois, très intéressant de voir soit pas de changement, c'est resté de la même manière, donc encadré des fois strictement, ou le mouvement qu'il y a eu depuis la pandémie, c'était vraiment d'assouplir les règles pour permettre à davantage de personnes de consommer des fois dans les parcs afin de favoriser le social ou de se voir. Et des fois, ce qu'on a vu, c'est également à l'image là, du portrait québécois, c'est que ça peut toujours causé, ça a des fois causé des enjeux ou des tensions. Donc, des fois, entre les festivals, les festivaliers, les résidents, le désir de vouloir ouvrir certains espaces à ceux qui n'en avaient pas ailleurs l'occasion, par exemple, durant la pandémie, ou favoriser pour certains groupes. Mais c'est vraiment un enjeu qui continue de soulever plusieurs questions et débats. Et pourtant,
c'est 25%, donc le quart des organisations municipales qui ont jugé prioritaire cet enjeu. Donc, de vouloir aussi avoir des outils pour mieux s'orienter sur cette question, qui touche finalement, oui, des questions de nuisance, d'ordre public, mais aussi d'acceptabilité sociale. Donc, des fois, avec des voisins qui peuvent voir des attroupements, ça peut devenir difficile, ou des gens qui disent, ben moi, je veux des encadrements plus sévères parce qu'on ne veut pas voir ça, ou que nos enfants soient témoins de tels comportements. Et à l'inverse, pour des questions euh, plus de stigmatisation, de discrimination. Et sur cet enjeu, je vais laisser ma collègue là, vous en glisser un mot. Tout à fait. En fait, sur la question de la stigmatisation, c'est important pour nous de souligner quand même que lorsqu'on réfléchit à l'encadrement de l'alcool dans les parcs, on doit aussi prendre en considération, par exemple, quels sont les groupes de population qui vont être parmi les plus affectés, les plus touchés par les réglementations qui sont mises en place. Et dans ce cas-ci, on a un bel exemple avec Montréal. Il y a eu plusieurs recherches à travers les années qui se sont intéressées à analyser en fait les contraventions qui sont données aux personnes en situation d'itinérance. Donc, ce qui est ressorti finalement, c'est que les personnes en situation d'itinérance sont vraiment surjudiciarisées comparativement à d'autres groupes de la population, notamment puisqu'elles ont souvent très peu de place où elles peuvent consommer de l'alcool, donc se retrouvent à en consommer dans l'espace public, notamment dans les parcs, qui reste un des endroits effectivement où il y a quand même une bonne représentativité des personnes dans l'espace public. Donc, on doit quand même se poser cette question à savoir comment est-ce que l'encadrement peut avoir certains impacts et ou comment est-ce qu'on pourrait éviter la surjudiciarisation de groupes qui peuvent être davantage touchés alors qu'ils n'ont pas les moyens ou les ressources nécessairement pour pouvoir aller consommer ailleurs. Une des municipalités qui s'est intéressée davantage à cette question, donc de trouver encore une fois cet équilibre entre éviter la surjudiciarisation, éviter une discrimination et peut-être même favoriser une cohésion sociale entre la population résidente et des fois une population plus itinérante ou autochtone, mais c'est la municipalité de la ville de Val-d'Or au Québec qui finalement a décidé de mettre en place un plan d'action sur cet enjeu précisément de l'itinérance qui vient aborder aussi la question de la consommation d'alcool dans les parcs. Et pour la mettre en place, il y a également eu la création d'un poste et donc d'une personne dédiée pour suivre cet enjeu et favoriser des actions qui venaient assurer une meilleure cohésion sociale entre les différents groupes. Donc, pour ceux qui veulent en savoir davantage, là, dans notre rapport, on met les liens vers leur politique et leur plan d'action. Donc, lorsque je parlais de règles variées, vous l'avez vu, vous en avez même fait mention. Donc, des fois, il y a des groupes, des municipalités vont autoriser avec un repas, des fois vont autoriser de manière large dans les parcs, vont identifier des lieux, vont identifier des périodes et des heures. Bref, il n'y a pas un modèle unique. On voit que c'est très variable. Toutefois, ce qu'on a observé, c'est que les organisations qui se sont dotées de règles, peu importe le modèle réglementaire, que ce soit de permettre ou non, mais que c'est bien identifié, étaient moins susceptibles de mentionner vivre des problèmes ou de percevoir des problèmes en lien avec la consommation dans les parcs. Qui dit les parcs ou domaines publics, on peut aussi penser aux événements, donc des festivals ou des spectacles qui peuvent être organisés. C'est environ 3 organisations sur 10 qui ont rapporté soit des nuisances liées à l'alcool lors de ces événements à grand déploiement. On peut penser à des questions de sécurité ou d'ordre public, mais aussi principalement au niveau des déchets qui pouvaient être occasionnés. Euh, donc, même si plusieurs rapportent des problèmes avec lors de ces événements, seulement 12% jugeaient que c'était prioritaire. Donc, la plupart, finalement, acceptent ou de vivre ce moment, notamment parce que 50%, plus de 50% acceptent la consommation lors de telles activités. Pour éviter les problèmes des fois de violence ou de surconsommation, des fois, certaines personnes peuvent se sentir moins à l'aise. Plusieurs municipalités et villes maintenant offrent ce qu'on appelle des zones réconfort. Donc, que ce soit Montréal, Baie-Saint-Paul lors des festivals. Donc, c'est vraiment des zones identifiées
où un festivalier ou un spectateur sent qu'il a besoin d'aide, des fois, là, on va dire pour dessouler ou même pour aller chercher de l'accompagnement parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, peuvent se retrouver, ils vont obtenir des ressources d'accompagnement spécialisées dans ces zones. Donc, le tout pour augmenter finalement le sentiment de sécurité qui était souvent mentionné comme étant la principale préoccupation lors de ces événements. Souvent, quand on parle d'alcool, dit règlement ou encadrement. Sans surprise, plusieurs organisations ont des règles qui encadrent la consommation d'alcool. C'est principalement encadré de deux manières, soit par des règlements plus de sécurité, de nuisance, donc d'ordre public, ou sinon carrément d'urbanisme. Donc, si on pense aux établissements de vente d'alcool comme par exemple des bars. Donc, majoritairement, les municipalités les organisations avaient des règlements pour la consommation d'alcool, mais malgré tout, c'était 50% qui observent quand même des problématiques liées à l'alcool sur le territoire. Quand on parle de règles urbanistiques, en fait, pardon, je vais revenir là, on parlait sur le domaine public, là, quand on parle de règles, souvent ça va être d'interdire sur la consommation sur le domaine public ou sinon d'être ivre ou déambuler ivre sur la voie publique. Ou sinon, de manière un peu plus détournée, les municipalités vont avoir des règlements sur le bruit, le désordre, et donc viennent un peu encadrer, par exemple, les bars ou les activités de clubs un peu de cette façon-là. Par contre, ça soulevait quand même des plaintes parfois citoyennes et c'est pourquoi ils disent observer des problématiques. Au niveau urbanistique, ça peut paraître encore une fois un peu loin. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est que au niveau un peu ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la densité ou de l'emplacement choisi pour mettre des établissements de vente, ça peut être à la discrétion de la municipalité. Par exemple, par le zonage ou des usages spécifiques. Donc, la plupart des organisations nous ont mentionné avoir ciblé des secteurs par zonage pour ce type d'établissement de vente, donc notamment les bars. Ce qui était un peu moins utilisé, qui peut des fois peut-être être une solution pour les organisations qui pensent avoir plus de problèmes, c'est peut-être d'utiliser l'usage conditionnel et des fois le contingentement. J'explique brièvement l'usage conditionnel et vraiment d'émettre des conditions pour pouvoir exercer l'usage dans le secteur. Donc, par exemple, il y avait les pays de Galles en Angleterre notamment qui utilisent cette vision et l'INSPQ a produit une étude de cas sur cet usage et comment ça peut être utilisé, des fois pour éviter une trop grande densité à un seul et même endroit ou à des endroits qui seraient peut-être moins propices. Ou souvent, c'était utilisé pour éviter des nuisances, par exemple, comme le bruit euh, trop important. Le contingentement, aussi appelé des fois quota, peut être utilisé, encore une fois, au niveau de la densité. Pourquoi je parle souvent de densité? C'est que souvent, en matière de politique publique ou en santé publique, on dit souvent que s'il y a une plus grande densité à un endroit, on va favoriser cet accès à l'alcool, mais aussi sa visibilité. Et c'est là que ça peut venir modifier ou influencer les habitudes de consommation. Un que je n'ai pas mentionné, qui n'est pas écrit, qui était utilisé par aucune des organisations sondées, est également l'éloignement relatif, c'est-à-dire déterminer une distance minimale d'un autre point. Par exemple, ça pourrait être d'une école ou d'un établissement scolaire, par exemple, de venir dire on ne veut pas l'établissement d'un point de vente à telle distance d'un établissement scolaire. Ce modèle n'avait toutefois n'a pas été mentionné par aucune organisation. Qui dit règlement dit aussi application de ces règlements. Et ça a été soulevé comme étant un enjeu de faire appliquer des fois des règlements de nuisance. Donc, les municipalités avaient beau dire, ben, nous avons un règlement en place, mais le faire appliquer lorsque, par exemple, nous sommes une région plus rurale,
qui doit être appliqué par donc, un service provincial, donc la Sûreté du Québec au Québec, qui pourrait être équivalent à la Gendarmerie royale là, dans le reste du Canada, c'est plus difficile parce qu'il y a des disparités entre les règlements, entre les organisations municipales. Donc, la police qui est plus régionale ne connaît pas ces distinctions-là ou va devoir répondre à des appels, des fois jugés plus urgents. Donc, c'était vraiment une difficulté. Et donc, quand on élabore des outils ou quand on veut répondre aux enjeux de la consommation d'alcool et de la vente, mais peut-être que le règlement pour plusieurs municipalités, souvent en milieu rural ou les plus petites localités, ce n'est pas nécessairement le premier outil auquel on pense. Donc, c'est là que peut-être des outils de sensibilisation ou de politique peuvent être plus intéressants ou d'organisation du territoire là, de manière urbanistique. Fait important, donc c'était seulement 16% des organisations municipales qui mentionnaient avoir un service local ou un corps de police propre à eux qui pouvaient venir faire appliquer de tels règlements spécifiques. Des MRC, donc une entité plus régionale, mentionnaient également proposer des règlements uniformes pour l'ensemble de la région afin de faciliter là, son application. Donc, avec tous ces enjeux soulevés, les municipalités ont identifié quels seraient les meilleurs outils pour eux, pour leur venir en aide, puisque 8 organisations sur 10 ont mentionné désirer en apprendre davantage sur les enjeux de l'alcool et les moyens à leur disposition. Donc, on parle de modèles de politique, donc vraiment des schémas préfaits, des exemples de politique ou d'initiatives de ce qui se fait ailleurs qui peuvent être prometteuses, mais également des outils de sensibilisation sur la consommation en général et des modèles de résolution. Donc, ce sont vraiment il y en avait plusieurs autres qui étaient questionnés, mais ce sont les principaux qui ont été soulevés comme étant pertinents pour eux. Donc, conclusion, c'est important d'adapter les outils à la réalité de chaque milieu. Donc, on voit que la géographie de chaque milieu, l'aspect, le profil sociodémographique vient faire varier les besoins et les enjeux qui existent à chaque endroit. Mais une chose qui est commune, c'est que c'est important d'informer sur la capacité d'action en matière d'alcool et de création d'environnements favorables des municipalités, des organisations municipales, puisque c'est peut-être l'aspect le moins connu et jusqu'où les municipalités peuvent aller dans leur délégation de pouvoir. Le but étant vraiment de favoriser l'adoption de politiques, je l'ai mentionné, de plans d'action, pour finalement aussi sensibiliser les organisations externes, donc qui peuvent fournir de tels outils. C'est important d'être sensible aux enjeux que vivent les organisations municipales, parce qu'en ce moment, il y a peu peut-être d'outils adaptés vraiment à la réalité du palier municipal. Donc, pour ceux qui désirent d'en apprendre davantage, nous avons le rapport en français et en anglais disponible sur la page web de l'ASPQ. Là, vous avez les codes QR pour y accéder. Beaucoup d'exemples qui sont fournis dans ce rapport, donc d'exemples concrets de ce qui se passe dans certaines localités, sont également développés. On va maintenant passer à la période d'échange.